Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat depuis l'Assemblée nationale. Avec pour m'accompagner ce soir la sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. C'est parti pour le sommaire. 6 mois après le casse du Louvre, la commission d'enquête sur la sécurité des musées a rendu son rapport ce mercredi. Système obsolète, sous-investissement chronique, manque d'agents de surveillance, gouvernance opaque, retard technologique. Le constat est particulièrement sévère et il s'accompagne d'une quarantaine de préconisations que nous allons détailler avec vous. Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête, député écologiste de Seine-Saint-Denis. Merci d'être là, aux côtés de Patricia Touranchot. Bonsoir, Patricia, vous êtes journaliste et autrice du livre Le casse du Louvre, qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Merci de votre présence. Et Merci. Bonsoir Jean-Christophe Castelin. Bonsoir. Directeur de la revue L'Œil et du Journal des Arts. Merci également de votre présence. Quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir, Olivier Ravanello? L'histoire d'un procès à 850 milliards. Il oppose l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à l'homme qui pourrait devenir encore plus riche que lui, Sam Altman. Mariette, quel est votre mot du jour? Alors écoutez Adeline, c'est pas un mot mais 150. On n'aura pas le temps, Mariette, je suis désolée. Alors on va pas tous les passer en revue, bien sûr. Ce sont les nouveaux mots mis au dictionnaire. On va essayer de comprendre les tendances et comment ils parlent de nous, comment ils sont significatifs de notre époque. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, notre époque aussi dans la question qui fâche. Ils travaillent 63 heures par semaine pour gagner moins que le SMIC. Les livreurs à vélo sont-ils les esclaves des temps modernes? Une plainte pour traite d'êtres humains vient d'être déposée contre Deliveroo et Uber Eats. Le Parlement s'empare du sujet et on va en débattre tout à l'heure avec Daniel Simonet, député écologiste de Paris, Thibault Laforcade qui est avocat en droit social et qui défend justement les associations qui viennent de porter plainte contre les plateformes de livraison. Et puis on sera aussi avec Laurent Hilly qui est le fondateur de la Fédération des auto-entrepreneurs. On n'oublie pas évidemment Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale tout à l'heure avec Marco Pommier. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. C'était le 19 octobre 2025 et on se souvient tous que c'était un dimanche. On s'en souvient tous et ça fait même partie des 5 événements qui ont le plus marqué les Français en 2025. Le casse du Louvre, le plus grand musée du monde, humilié par une petite nacelle. 6 mois plus tard, on n'a pas retrouvé les bijoux, mais on a un rapport parlementaire que l'on va détailler après le rappel des faits avec Stéphanie Despierres. Dans ce rapport, pas de révélation fracassante, mais la confirmation officielle d'un constat accablant. Les failles de sécurité du Louvre étaient connues depuis longtemps. 2 audits de 2017 et 2019 les avaient bien identifiés, notamment ce balcon et cette fenêtre sans barreaux qui ont permis aux cambrioleurs d'accéder très vite à la galerie d'Apollon et aux bijoux de la couronne le 19 octobre. Voici ce qu'en conclut le député Alexis Corbière, l'auteur du rapport. Force est de constater que la question de la sûreté et de la sécurité n'était pas la priorité de l'ancienne direction du musée du Louvre, bien que celle-ci s'en défende. Le député ne comprend pas pourquoi le plan de sûreté, le schéma directeur, acté en 2019, a pris plus de 2 ans de retard. Laurence Descartes, directrice du musée depuis 2021 et qui a démissionné 4 mois après le cambriolage, a tenté de s'en expliquer devant la commission d'enquête. Il n'y a pas de retard en tant que tel. Voilà, c'est simplement que peut-être nous avons mal calculé le point, la date d'aboutissement, de démarrage du chantier de ce schéma directeur. Le rapport conclut. La sûreté a été reléguée au second plan derrière des objectifs de rayonnement et d'influence. Selon Alexis Corbière, le grand projet Louvre Nouvelle Renaissance, voulu par Emmanuel Macron, a aussi pesé dans ce choix. Il propose donc que les directeurs des grands lieux culturels ne soient plus nommés par le président de la République, mais par leur conseil d'administration. Il dénonce aussi l'absence de contrôle par le ministère de la Culture. En matière de sûreté, le Louvre avait 15 à 20 ans de retard par rapport à d'autres équipements. Et c'est un peu pareil, à moindre échelle, dans tous les musées du pays. Les députés veulent donc les obliger à réaliser des audits sur la sécurité à intervalles réguliers. Le monde de 2026, ce n'est pas le monde de 1956. Donc il faut qu'il y ait un vrai sursaut. Le sursaut il doit partir du ministère, parce que c'est l'ensemblier d'où vient l'impulsion nationale et que les messages évidemment prennent une ampleur significative quand ils partent d'en haut. Et puis après, il faut qu'il y en ait une déclinaison locale.
Et pour financer cette mise à niveau, la ministre de la Culture a créé, juste après le casse du Louvre, un fonds de sûreté. Les députés proposent d'augmenter son enveloppe de 30 à 50 millions d'euros. Alexis Corbière, vous êtes donc le rapporteur de cette commission d'enquête sur la sécurité des musées. Le rapport, il part d'un constat simple. Le casse du Louvre, ce n'était pas un accident isolé, ce n'était pas la faute à pas de chance, c'était un révélateur. Et l'un des mots qui revient le plus dans votre rapport, c'est dysfonctionnement. En fait, ce que vous dites, c'est que le plus grand musée du monde, il n'était pas prêt. Alors, je ne veux pas réécrire l'histoire après coup. C'est trop facile de dire c'était prévisible. Il n'aurait pu ne pas avoir lieu, ce cambriolage. Mais il a eu lieu. Et effectivement, il y a un aspect de révélateur. On s'aperçoit, ça a été très bien dit dans votre petit sujet, qu'il y avait quand même la question de la sécurité et de la sûreté qui avait été prise en charge notamment par le prédécesseur de Mme Descartes, il s'appelait M. Martinez. Il y avait un schéma directeur de sécurité et de sûreté qui avait été proposé en 2021. Mme Descartes arrive, Mme Descartes considère qu'il est incomplet, ce schéma directeur, dit-elle, elle veut le revoir, le remettre sur la table. Et là, d'un seul coup, ce que nous on voit sur la base des documents, c'est qu'il y a quand même 20 à 27 mois de retard en vérité sur ce qui est prévu. Alors, j'ai vu la réponse que fait Mme Descartes, il n'y a pas eu de retard, mais peut-être qu'il est vrai qu'on avait surévalué l'agenda. Bon, et vous le dites bien, je vais aller à l'essentiel. Moi, pour ce qui est du Louvre, mais on a travaillé sur les 1200 musées de France. Hein. On a visité, ne perdons pas de vue que ce qui nous a intéressé aussi, c'est que quand le cambriolage du Louvre a lieu, le musée Jacques Chirac a été cambriolé, le musée Paray-le-Monial a été cambriolé, le musée Cognac. On ira à Paray-le-Monial tout à l'heure. Donc c'est dans cette ambiance. Mais pour revenir au Louvre, moi le sentiment que j'ai eu, c'est que Mme Descartes avait pour obsession le fait d'avancer le grand dossier du Louvre Renaissance, qui est colossal, hein, 700 millions, peut-être 1,2 milliard à l'arrivée, qui a pour projet de faire passer l'établissement de 9 millions de visiteurs par an à peut-être 12, voire 15 millions de visiteurs. Ça, c'était sa priorité. Pour complaire, je vais le dire comme ça, aussi au grand geste présidentiel de Macron qui voulait marquer son deuxième quinquennat par ce travail. Et je pense qu'elle n'a pas pris à bras-le-corps, elle n'a pas mis la pression. Alors, là, je la cible, mais le ministère de tutelle aussi, aucune pression. Moi, je découvre des conseils d'administration qui sont des chambres d'enregistrement, dans lesquelles le ministère de tutelle, le secrétaire général qui vient, ne prend quasiment pas la parole. Et même Mme Dati, quand nous l'avons auditionnée, a finalement acté le fait qu'il faudrait, disait-elle, c'était quelques jours avant qu'elle ne soit plus ministre de la Culture, modifier le fait que ce n'est plus a posteriori qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, mais que la tutelle doit exercer une plus grande pression. L'autonomie des établissements, c'est une chose. L'indépendance complètement d'établissements, c'est-à-dire qui font leur vie en quelque sorte au bout d'un moment sans trop associer un regard extérieur, ça ne va plus. C'est pourquoi, j'insiste et je termine cette fois-ci, il faut modifier, pour ce qui est des grands établissements, après on discutera dans les détails, les musées moyens, ils ont besoin de moyens, mais le fait que ce soit nommé par un conseil d'établissement modifierait les choses. Écoutez, moi je suis républicain profondément, mais j'observe que dans des monarchies constitutionnelles, espagnoles, en Grande-Bretagne, c'est des conseils d'administration qui nomment les présidents de musées, mais dans notre bonne vieille République, c'est le fait du prince, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, ça, c'est pas bien, quoi. Donc, quand il y a des représentants du personnel, en plus, dans un conseil d'établissement... Donc, vous voulez que les députés, ou les sénateurs, ou les deux, fassent partie de la direction ou de la gouvernance d'un musée ? Et surtout que ce soit le conseil d'administration qui vote. Et je répète, dans le conseil d'administration, il y a des représentants du personnel, des syndicats. Et si on les avait écoutés, les organisations syndicales, au mois de juillet, moi je les avais accompagnées quand elles étaient mobilisées, ça fait un moment qu'elles disent dégradation des conditions de travail pour les personnels. Et attention, la sécurité est en cause. Ça créera un système vertueux où le président ou la présidente sera nommé par une instance. Elle sera obligée de rendre des comptes à cette instance, elle sera attentive aux gens qui sont dans cette instance, notamment les personnels, et je pense qu'on pourra travailler dans de meilleures conditions. Au-delà après d'autres propositions de moyens, ça a été dit sur on va y revenir. Patricia Tourangeau, le grand public vous connaît pour vos enquêtes sur les grands faits divers comme l'affaire Grégory, le gang des postiches, Guy Georges. Qu'est-ce qui vous a poussé cette fois à écrire sur le casse du Louvre ? J'écris aussi sur le banditisme, notamment sur le vol des papiers de Kim Kardashian. Mais là, moi, c'est ce casse exceptionnel qui m'a complètement scotché ce dimanche-là. C'est le contraste entre les voleurs, en tout cas ce qu'on en voyait de leur mode opératoire rudimentaire avec ce camion nacelle, ces disques, ce matériel de chez Monsieur Bricolage, et puis le Louvre, le musée Monde qui rayonne dans le monde entier, qui est le plus visité. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressée, et du coup d'aller à la fois sur les dessous de l'enquête, sur
ces voleurs qui ont été arrêtés, pour 2 d'entre eux 6 jours plus tard, et en même temps sur le Louvre, parce qu'il y a un décor, il y a des conditions qui ont fait que c'était un peu quand même chronique d'une catastrophe annoncée, hein, le Louvre, même si évidemment ce vol n'était pas prévisible, mais peut-être que quelque chose d'autre serait arrivé, un incendie, autre chose, une autre intrusion. Et effectivement, les agents, les gardiens, les syndicats le répétaient depuis plus de 10 ans, et ils n'étaient pas écoutés. Dans votre enquête, vous vous dites aussi, vous voyez le système de sécurité obsolète, les procédures incomplètes, vous vous dites qu'il y a quand même un peu de bricolage. Je peux raconter une anecdote là-dessus, pour les scènes. C'est que quand 3 jours après le cambriolage, avec plusieurs parlementaires, on va visiter le musée du Louvre de bon matin, on est dans la salle de vidéosurveillance, la caméra qui est fixée sur le quai François Mitterrand, l'écran est neigeux, on ne voit quasiment rien. C'est un écran totalement défectueux. Et on se dit que le plus grand musée du monde, pour illustrer le... Oui, mais il y a une des 2 caméras à l'extérieur qui a fonctionné. Et ce qui est dingue, alors les images sont médiocres, mais sur ces images-là, à 9h34, elles montrent le camion nacelle qui s'installe, les 2 mecs en gilet jaune qui montent sur la nacelle. Et ces images-là, le PC de sécurité du Louvre est tellement obsolète et vétuste qu'il n'avait pas l'écran suffisant pour regarder en direct toutes les images. Ce qui fait que quand l'agent a zoomé sur cette caméra et a vu ces images, il était 9h38, les mecs étaient en train de partir sur leur... Il avait un léger décalage horaire. Oui, mais ça, par exemple, un audit de la préfecture le 29 août 2025, encore à la demande du Louvre d'ailleurs, a dit que ce PC de sécurité était totalement obsolète et ne ferait pas face à un événement de grande ampleur. Et c'est ce qui se passe 6 semaines plus tard. Donc moi, c'est tout ça qui m'a... Ça a été tellement facile pour ces voleurs. Ce ne sont pas des bandits d'envergure. C'est une petite équipe de moyenne envergure et ils ont été capables de prendre le Louvre à cet endroit-là. Et qui était, d'ailleurs, le truc était connu d'autres voleurs. Moi, j'ai d'autres voleurs qui savaient que le Louvre était attaquable exactement par cette fenêtre. Ça se disait. Et oui, ça se disait dans le milieu. Et David Desclos, qui est un ancien cambrioleur et qui avait participé à un podcast sur les enquêtes du Louvre, était allé en 2020, on lui avait fait visiter la galerie d'Apollon. Et il avait dit, non mais rassurez-moi, ce ne sont pas les vrais joyaux qui sont dans les vitrines. Et les conservateurs du Louvre lui avaient dit, bien sûr que si, mais on a une sécurité d'enfer. Il avait dit, mais vous avez vu vos fenêtres? Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, le verre il a l'air tout petit, vous n'êtes pas du tout sécure là. Donc soit vous mettez des copies, soit... il leur avait expliqué, et lui aussi il connaît des braqueurs qui savaient qu'on pouvait attaquer le Louvre ici. Mais beaucoup n'y sont pas allés parce que ce sont des bijoux difficilement négociables. Oui. Sauf la bande de Abdoulaye, alias Doudou Creuse-Bitume d'Aubervilliers. Voilà. Eux, ils ont osé. Quoi. Justement, une dernière question sur le profil des cambrioleurs. Est-ce que vous, qui vous êtes plongé depuis 6 mois dans cette enquête, vous vous dites que c'était plutôt des profils très organisés, très pros, ou des pieds nickelés total? Entre les deux, non, ni pieds nickelés, ce ne sont pas des pieds nickelés, ce ne sont pas des branquignoles, c'est une équipe de moyenne envergure, ils étaient âgés de 34 à 39 ans, les mecs, ils ont déjà une certaine expérience pour 2 d'entre eux de vol, dont un vol de bijouterie et un vol à la voiture bélier contre un distributeur automatique de billets, mais les mecs, ils ont pensé le coup quand même, ils ont repéré, ils ont probablement fait des essais avec la disqueuse sur ce genre de verre, des vitrines, parce que le Louvre pensait avoir mis des verres hyper résistants. En tout cas, ces verres étaient censés résister aux coups de masse, aux coups de hache et aux balles, a priori. Mais en fait, pas à des disqueuses. Et eux, les voleurs, en général, ils s'exercent à l'avance avec sur le même genre de matériaux qu'ils vont avoir à découper. Et donc, ils ont volé quand même un camion nacelle, 9 jours plus tôt, dans une commune du Val d'Oise qui s'appelle Louvre, avec un S, et ça... D'ailleurs, est-ce que dans votre enquête, vous vous êtes dit que c'était un pur hasard ou que ça avait été pensé justement comme un pied de nez? Au départ, je pensais que c'était un hasard, une coïncidence, et après, en enquêtant, j'ai vu que le loueur de ce matériel, de ce camion, il est domicilié à Paris 18e, et en fait, il a été harcelé par un prétendu client qui se faisait passer pour Amadou Diallo, et qui exigeait que le camion, pour son déménagement, soit amené à Louvre, dans le Val d'Oise. Donc, c'est pas du tout une boîte du Val d'Oise, et c'est pensé. Et ça leur donne quand même un petit côté un peu plus malin que ce qu'on peut penser. Jean-Christophe Castelin, vous avez pu lire le rapport de la commission d'enquête. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on apporte les bonnes réponses aux vrais problèmes?
Alors le rapport, il va au-delà du casse du Louvre, hein, puisque M. Corbière a tenu à ce qu'il y ait à la fois un historique des musées et surtout ce que j'ai apprécié en particulier dans le rapport, c'est l'inventaire de tous les risques qui pèsent sur le musée. Et je voudrais signaler que la plupart de ces risques sont gérés par le musée du Louvre. Pour avoir visité énormément de musées en province depuis un quart de siècle, je peux vous assurer qu'il y a énormément de musées qui sont beaucoup plus sensibles que le Louvre à tous les risques que vous avez énoncés. Donc oui, c'est un rapport qui est très complet, mais qui n'est pas que centré sur le Louvre. Ce que dit le rapport, c'est que la sécurité, c'est un impensé du monde culturel. En 2024, seuls 23% des musées de France disposaient d'un plan d'urgence et de prévention des risques. 25% seulement d'un plan de sauvegarde des biens culturels finalisé. La vidéosurveillance fait défaut dans près de la moitié des collections nationales. Je veux rendre à César ce qui est à César. Ça, c'est une enquête du ministère de la Culture qui est faite en 2024. Hein. C'est des éléments qu'on a retrouvés, c'est-à-dire que le ministère de la Culture... Mais l'avantage de votre rapport, c'est qu'il compile toutes ces informations. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les établissements de bonne foi disent, nous, pour l'instant, on n'a pas de dispositif. 23% disent, nous, on a des dispositifs de sécurité du bâtiment. Enfin, voilà, pardon, je veux dire que c'est pas moi qui ai donné ces chiffres, c'est nous qui les avons publiés. Je voudrais relativiser un peu les choses quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cambrioler les banques. Ça faisait partie de mes questions. Est-ce que les musées, c'est les nouvelles banques ? Les seuls endroits où il y a des œuvres qui ont de la valeur, c'est les musées. Or, les musées, contrairement aux banques et aux bijouteries, accueillent des millions de visiteurs. Donc vous avez quand même deux injonctions contradictoires. Par ailleurs, la plupart des musées, comme vous le savez, sont dans des lieux patrimoniaux qui sont extrêmement difficiles à aménager, à sécuriser, puisqu'il y a des contraintes techniques, vous le dites très bien dans votre rapport, des contraintes techniques qui ne permettent pas de faire passer des câbles. Donc on est quand même face à deux injonctions qui sont contradictoires. Il faut à la fois faire venir du public, c'est la mission première quand même d'un musée, vous le rappelez très bien dans le rapport, et puis de l'autre, il faut protéger les œuvres. Donc je pense qu'à cette aune-là, effectivement, les conservateurs de musées consacrent un peu moins d'énergie à protéger leur musée, mais on ne peut pas dire que c'est un impensé, pardon monsieur le député, que c'est un impensé des conservateurs de musées. Alors moi je pense qu'on ne donne pas les moyens aux responsables d'établissement de faire face à ça. Par exemple, suite au cambriolage du Louvre, il y a une circulaire qui a été envoyée à tous les établissements, leur disant attention, et le réflexe qu'ont eu les responsables d'établissement, et je les comprends, ça a été de retirer des objets et de les mettre dans des coffres forts, parce qu'en vérité, il y a des objets, notamment ce que vous dites, des nouvelles menaces, parce que c'est moins, l'œuvre qui les intéresse que les matériaux qui composent l'œuvre. Oui. Aujourd'hui, on est dans un monde de rétractation de ce qui est proposé. Ça ne va pas. Moi, j'ai rencontré que des gens de bonne volonté. Mais si vous n'avez pas de visibilité, il n'y a pas de programmation pluriannuelle sur les budgets. Un directeur d'établissement, comment vous voulez qu'il programme des investissements s'il ne sait même pas l'année prochaine le type de budget qu'il va avoir, peut-être que ça peut reculer, etc. Deuxièmement, est-ce que la tutelle accompagne ça ? Troisièmement, je vais évoquer ce qu'on appelle la MISA, la mission d'information sur la sécurité et sûreté et d'audit. Pour 1218 musées de France, vous savez combien d'emplois temps plein à la MISA ? 3 emplois temps plein, et depuis le cambriolage du Louvre, un pompier et un gendarme ont été ajoutés 5 personnes. Il y a eu du renfort. Oui, mais je veux dire, c'est pas à la hauteur du problème. Et je découvre aussi que le musée du Louvre n'a jamais demandé à la MISA de faire un audit sur la sécurité de l'établissement. Donc quand je dis, bien sûr que c'est peut-être un peu provoquant, mais quand je dis que c'est un impensé, c'est-à-dire que dans beaucoup d'établissements, ça n'est pas totalement la priorité. Il y a des contrats d'objectifs qui sont plutôt sur la fréquentation. Voilà, on sacrifie la sécurité au profit de la fréquentation, du rayonnement international pour ce qui est du Louvre. Vous parliez des autres musées, parce que c'est vrai que finalement, le casse du Louvre, c'est l'acmé d'une série qui a commencé il y a un moment déjà, série de vols qui ont visé plusieurs musées sur tout le territoire, comme le musée du Hieron, c'est à Paray-le-Monial en Bourgogne. Il a été braqué en novembre 2024, un an quasiment avant le Louvre. Stéphanie Despierres et Raphaël Lisambard sont retournés sur place. Reportage. Paray-le-Monial, dans le sud de la Bourgogne, est une ville de pèlerinage réputée pour son patrimoine religieux. Moins d'un an avant le Louvre, son musée d'art sacré est le théâtre d'un braquage retentissant. L'impact de la balle, on m'a dit qu'on le voyait encore. Au-dessus de la sortie, là, le R. Pour leur enquête sur la sécurisation des musées, les députés Alexis Corbière et Alexandre Portier ont voulu comprendre le déroulé des faits. Le 21 novembre 2024, des braqueurs armés entrent ici par la porte principale avec un objectif, la Via Vitae, un trésor national créé par le joaillier Joseph Chaumet. C'était une équipe de 4 personnes. Il y en a une qui est restée faire le guet à l'extérieur, une autre qui a tenu en joue les personnes à l'accueil et les deux autres se sont attaqués à la vitrine, d'abord avec une masse, ensuite avec une disqueuse thermique pour scier le vitre blindé. Ça a quand même pris une bonne minute en entier.
De l'œuvre complète à la valeur inestimable, il ne reste qu'une photo. Les malfaiteurs ont dérobé presque la moitié des statuettes en ivoire et en or. Les malfaiteurs sont arrivés par la droite, ont pris un certain nombre de personnages et la gloire. Ça, vous l'avez, on l'a retrouvé, c'est ça que vous dites? Les gendarmes nous l'ont restitué dans un état qui est absolument déplorable, puisque pour être plus discret et pour faire rentrer cette pièce qui mesure quand même presque 60 cm de hauteur au sommet de la pièce, il a fallu tordre un par un les rayons et les arracher pour faire rentrer ça dans un sac noir plus discret. C'est pas l'œuvre qui les intéresse, c'est le matériau en réalité. Ils sont Absolument. même prêts à détruire, à tordre les choses. C'est l'un des malfaiteurs qui a avoué que cette pièce avait été jetée dans la rivière lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle n'était pas revendable, en tout cas que son poids d'or était minime. Les autres pièces ont probablement été fondues. En moins de 10 ans, ce musée municipal a été la cible d'au moins 4 vols ou tentatives de vol. La ville avait donc déjà renforcé la sécurité, bien avant le pillage de son chef-d'œuvre. Le musée est devenu une véritable forteresse avec ses baraudages, ses systèmes de sécurité, de caméras. J'ai l'impression que tout ça a finalement amené à ce qu'il n'y ait pas d'autre solution que d'attaquer en plein jour lors des périodes d'ouverture. Les 1200 musées français ne sont pas tous des forteresses. Dans leur rapport, les députés préconisent donc de renforcer en urgence la protection des œuvres contenant des métaux précieux. Alexis Corbière, votre rapport, il insiste sur un point. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des bijoux volés. Mais la vraie valeur, elle n'est pas financière, elle est patrimoniale. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement perdu des bijoux au Louvre ou à Paray-le-Monial, on a perdu des bouts d'histoire de France. Oui, bon, moi je suis professeur d'histoire, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu de faire ça. C'est qu'évidemment, c'est passionnant ce qu'il y a dans les musées. C'est pas qu'une valeur marchande. Hein, même si après je pourrais développer l'émission, est-ce que c'est vraiment les bijoux de la couronne, etc. L'histoire de ce qui a été volé est plus compliquée que ça. D'ailleurs, Patricia. C'est très bien raconté dans le livre de Patricia Tourangeau par ailleurs. Et puis même les différents conservateurs du musée du Louvre nous l'avaient dit. Heureusement que la République les a rachetés aussi après les avoir vendus et même bref. Mais il y a un attachement, c'est indiscutable et c'est terrible. Enfin, on le voit bien dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont détruites. Là, comment dirais-je, les personnes qui volent arrachent tout, pensant que ces rayons de lumière sont en or pour quelques mètres plus loin les balancer à la rivière parce qu'il n'y avait même pas une expertise au préalable. Donc c'est vraiment le matériau qui les intéresse. Et la veille, le musée Cognac-G à Paris avait été attaqué par des types cagoulés qui, à coups de hache et de batte de baseball, avaient dans l'expo piqué 7 tabatières en or serties de diamants et ils les ont abîmées vraiment. Depuis, il y a eu des négociations avec l'assurance et tout ça. Il y en avait 5 qui étaient prêtés par le Louvre, qui ont été restitués au Louvre juste avant le casse. Les 2 autres, oui, mais au Louvre, 5. Et elles sont en très mauvais état, ces tabatières. Donc les types, ils prennent pour l'or le reliquaire d'Anne de Bretagne, dont je parle à la fin du livre, qui a été volé au musée d'Aubray à Nantes en 2018. C'était parce que le cœur, c'est pas le cœur d'Anne de Bretagne qui les intéressait, hein. C'est les 500 grammes d'or que constituait le reliquaire, en fait. Là, sur ça, quand on a visité le British Museum, on est allé aussi à l'Albert and... Viennet. Pardon ? Victorian Albert Museum, qui avait prêté ça à nos amis Cognac-G. Ce que je veux dire, c'est qu'attention à ce que la sécurité et la sûreté de nos établissements a une certaine conséquence diplomatique, parce qu'il y a un réseau, les établissements se respectent beaucoup, entre des établissements étrangers et les musées français, et ces tabatières avaient été prêtées à Cognac-G par le Victorian Albert Museum, ça a été dérobé, heureusement retrouvé, et d'autres par le Louvre. Ce que je veux dire, c'est que c'est le rayonnement de toute la France aussi. Ouais. Moi, j'ai la dent dure, mais qu'on soit clair, hein, on a en même temps l'École nationale du Louvre, c'est fabuleux, on a des conservateurs de grande qualité, on peut être très fiers de nos musées. Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe en France, Jean-Christophe Castaing, est-ce que depuis le casse du Louvre, il y a une méfiance des musées étrangers à prêter des œuvres à la France ? Absolument pas. Non. Absolument pas. Un des grands exemples que je cite souvent, c'est le casse du musée d'art moderne, qu'on a un peu oublié, c'était en 2010. Ouais. Il y a quand même 100 millions de tableaux qui sont partis. Avec Spider-Man. Spider-Man, vous en souvenez ? L'homme araignée. Eh bien, depuis, il y a eu énormément de donations qui ont été faites à ce musée et évidemment, naturellement, des prêts pour des expositions. Donc ça n'a pas eu d'impact. Non, mais ça, c'est vrai qu'on a une très grande réputation internationale de ce point de vue-là. Ça n'a pas encore été abîmé. Mais attention, quand même, moi, je pense que nos amis étrangers regardent et sont parfois un peu étonnés. Quand même, alors peut-être que c'est des Anglais qui aiment bien taquiner les Français, mais les conditions du cambriolage du Louvre, ça a quand même beaucoup surpris nos amis du British Museum, qui quand même étaient un peu sidérés à
l'idée que aussi près d'une fenêtre, il puisse y avoir des objets de grande valeur comme ça. Là, on a été un peu... Ça, c'est leur première sidération. La deuxième sidération des visiteurs étrangers, c'est le prix peu élevé des entrées au musée en France. Alors, c'est aussi ce qui fait peut-être notre rayonnement, mais nous, Français, quand on va à l'étranger visiter des musées, on paye une fortune, parce que ça a un prix aussi, la culture. Est-ce que, l'argent étant aussi le nerf de cette guerre-là, est-ce qu'à un moment, il faut augmenter les prix d'entrée? Moi, je suis pas d'accord. Pour donner plus de moyens aux musées, pour assurer notamment leur sécurité? Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je reste, vous savez, c'est la Révolution française qui décide des musées. C'est une idée, un grand projet révolutionnaire que le peuple doit avoir accès à ses œuvres. Je suis pour que ça reste sur des tarifs quand même qui sont abordables. 22 € aujourd'hui pour visiter le musée du Louvre. Si vous allez en famille avec les enfants, assez rapidement, vous allez laisser 60 ou 80 €. C'est beaucoup. Donc, c'est déjà... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Non, mais 30% des visiteurs du Louvre rentrent gratuitement au Louvre. Mais vous dites quoi, vous, Jean-Christophe? Mais je Il faut un juste milieu non, entre la gratuité totale et... Sur l'aspect de la famille, ok, mais vous allez en couple, il n'empêche que ça a un certain coût. Ça a un certain coût qui est déjà, 22 €, ça n'est pas rien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée aussi que pour accompagner le grand projet Louvre Renaissance, c'est notamment par une suraugmentation de fréquentation et par des recettes supplémentaires. Je dis attention. Et en plus, après, bon, on a le droit d'être en désaccord pour le coup, mais moi, je ne suis pas non plus pour que les étrangers payent plus cher. Je pense que c'est un musée monde. Eux n'hésitent pas à nous faire payer plus cher. D'accord. Bon, mais moi, on a le droit aussi d'être fiers de ce qu'on fait et pas complètement s'aligner là-dessus. Je pense qu'on peut le faire, mais à condition... Alors, à ce moment-là, autre solution, limiter la jauge. Jean-Christophe Castelin, le Louvre accueille chaque jour l'équivalent d'une petite ville. Est-ce qu'on a atteint les limites du modèle? Est-ce qu'à un moment, pour mieux visiter, il faut être moins? Non, pas du tout. 70% des visiteurs occupent 14% des salles, c'est-à-dire qu'ils vont directement de la Pyramide à la salle des États où vous avez la Joconde. D'où ce sentiment de congestion et d'embolie entre la Pyramide et puis la salle des États. Mais par ailleurs, dans les 70 000 mètres carrés du reste du musée, c'est relativement vide. Donc on pourrait très facilement doubler la fréquentation sans que ça devienne inconfortable. J'ai fait un petit calcul. Si vous passez à 60 000 visiteurs par jour, ça veut dire à l'instant T 20 000 personnes. 20 000 personnes sur 70 000 mètres carrés, ça fait 3,5 mètres carrés. C'est très confortable, c'est dans les ratios habituels de confort. Sauf que tout le monde va voir la Joconde. Oui. Moi, ce que je comprends pas, mais là, c'est en quoi le fait qu'on augmente la participation amènera à ce que d'un seul coup les gens ne s'entasseront plus devant la Joconde? Est-ce que c'est pas finalement la même embolie qui va avoir lieu? Si je me permets, c'est pas tout à fait ça, parce que dans le projet, on va l'appeler Macron pour vous faire plaisir. Dans le projet Macron, il y a deux volets. Il y a le volet restauration qu'on oublie toujours, qui est à 480 millions d'euros. Dans le projet Macron, il y avait je restaure, je modernise le Louvre pour 480 millions. Et puis il y avait 500 millions où je fais quoi avec ces 500 millions? J'ouvre une entrée sur l'esplanade des Colonnades et c'est ça qui coûte le plus cher. Je crée une salle sous la cour carrée dans laquelle je mets la Joconde. De sorte que, et je réponds à votre question, les millions de visiteurs qui ne viennent que pour la Joconde viendraient sur l'esplanade des Colonnades, rentreraient par cette entrée et iraient directement sous la cour carrée pour visiter le Louvre. Ça permettrait de résoudre en grande partie le problème. C'est dommage parce que ça essentialise le musée à la Joconde. Oui, mais vous n'allez pas interdire aux gens de ne venir que pour la Joconde. Mais on peut les encourager à venir voir autre chose que la Joconde. La signalétique n'est pas géniale, parce que vous avez les salles de Poussin au XVIIe, elles sont vides. La peinture française classique, elle est vide. Donc, oui, mais ce n'est pas un problème de signalétique, c'est un problème d'appétence pour aller voir les collections. Non, Alexis Corbière, votre rapport, il contient 40 recommandations. Quelle est la mesure la plus urgente à prendre aujourd'hui ? Non, mais le dire comme ça, il n'y a pas de solution magique. Je répète, une loi de programmation pour donner la visibilité pour les responsables d'établissement, c'est important. Vous avez dit tout à l'heure que Madame Dati, après le cambriolage, a dit 30 millions sur ce fonds de sûreté sur 3 ans. Moi, je soutiens le président Portier qui dit 50 millions sur 1 an. Et puis, y compris avoir une précision, quelle est la clé de répartition pour que les directeurs d'établissement puissent dire, ben voilà, combien on va récupérer pour programmer les choses. Ça, c'est important. Je rappelle que c'était le rapporteur de la partie finance, Monsieur Jérémy Patrier-Létus, sur le débat budgétaire qui a été soldé certes par le 49.3. Lui, il pensait qu'il fallait 2 milliards à 2,5 milliards
pour notre patrimoine, y compris qui comprenait les musées, moi je pense qu'il faut des moyens, ça c'est une chose. Après il y a les personnels, j'en ai parlé mais je voudrais insister là-dessus. 3776 agents en 2012 qui aujourd'hui sont près de 3000, il y a une baisse des personnels, je pense qu'il faut réouvrir les concours. On a des gens qui ont un peu vieilli, plus de la moitié de nos personnels ont plus de 50 ans, il y a de l'absentéisme, de la fatigue, on fera rien sans eux, ce qu'on a de plus précieux souvent c'est eux. Il faut aussi avoir une formation qui leur permet pas d'avoir des évolutions de carrière telles que c'est souhaité. Ça aussi, il n'y aura rien sans eux et leur mobilisation montre que c'est la priorité. Donner la gratuité d'accès au musée aux gendarmes et aux policiers quand ils sont sur leur temps libre, mais ça c'était la proposition du collègue Christophe Marion. Alors bon, là aussi pour préciser les choses, lui ce que proposait le collègue, c'est à l'image de ce qui se fait dans les transports, que des policiers puissent avoir leurs armes sur eux pendant des visites pour qu'éventuellement s'il y a un cambriolage ils puissent intervenir. À titre personnel, je n'y suis pas favorable. Déjà parce que je pense que quand on est policier, on a le droit d'aller visiter un musée avec ses enfants sans avoir nécessairement son arme. Oui. Et puis, je veux dire, c'est pas la réponse aussi. Ça me semble être un peu, une facilité et puis une logique. Moi, je suis pas sécuritaire. Il faut que ça reste des lieux, comment dirais-je, où on peut y aller, etc. Mais il y aura pas tout ça sans des politiques publiques qui permettent de donner de la visibilité et une amélioration généralisée. Dernière chose, on n'a pas assez parlé, l'évolution climatique aussi abîme nos musées. Attention, des possibilités notamment des impacts climatiques sur des œuvres doivent aussi être pris en compte dans ce que je considère comme étant la sûreté. Vous le racontez d'ailleurs, Patricia Tourangeau, dans votre visite du Louvre, les fuites d'eau. Juste une dernière question, Patricia. On les retrouvera, les bijoux ? C'est pas sûr du tout, mais peut-être dans quelques années, s'ils ne sont pas détruits. A priori, il n'y a pas de collectionneurs richissimes qui auraient commandité ce casse. L'histoire d'un reseller pour les écouler, les démonter, c'est pas prouvé aujourd'hui. Il est fort possible que les gars d'Aubervilliers les aient planqués pendant quelque temps, le temps de les faire oublier, puis les ressortir. Peut-être qu'on les retrouvera dans quelques années, en entier ou en morceaux, ça on ne sait pas. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Dans un instant, la question qui fâche, on va parler des forçats de la livraison après la plainte pour traite d'êtres humains déposée contre les plateformes Deliveroo et Uber Eats. Mais avant cela, c'est Quelle histoire ? Et c'est Olivier Ravanello. Et Olivier, ce soir, vous vouliez nous parler de ce procès à 850 milliards de dollars et peut-être plus si l'action monte, qui se tient en ce moment en Californie et qui oppose l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à l'homme qui pourrait devenir le plus riche s'il gagne ce procès, c'est Sam Altman, le patron d'OpenAI. Ouais, et le procès OpenAI, c'est tout un spectacle. Les supporters sont là. Il y en a même qui sont venus avec, vous voyez, des marionnettes gonflables qui font des saluts nazis comme Elon Musk un soir d'élection. C'est une véritable empoignade entre milliardaires prêts à se rouler dans la boue. C'est du catch pour du cash. De quoi s'agit-il d'abord ? OpenAI, c'est cette société qui a créé ChatGPT. En 2015, le jeune Sam Altman va voir celui qui est déjà assez successful, Elon Musk, pour lui proposer de créer ensemble un laboratoire. Mais alors attention, pas n'importe quel laboratoire. Un laboratoire à but non lucratif, où on ferait de la recherche simplement pour le bienfait de l'humanité. Vous savez quoi ? Moi, je pense qu'ils sont capables d'y avoir cru un instant. OpenAI est né, fondation caritative, du charity, comme disent les Américains, exonérée d'impôts. Aujourd'hui, c'est valorisé 850 milliards de dollars. Elle est candidate, cette société, à une introduction en bourse. Les premières estimations la mettraient déjà à 1 trillion. Je suis obligé de le lire parce que c'est quand même des chiffres qu'on utilise combien de zéros, assez ça, peu. 12 Je n'ai pas calculé. Microsoft détient un quart du capital. La fondation non lucrative dont Elon Musk se veut le porte-parole en détient aussi un quart. Et puis Sam Altman, qui est parti de rien, potentiellement, s'il gagne ce procès, peut se retrouver à la tête d'une gigantesque fortune. Donc la question, c'est qui va ramasser la mise, et beaucoup ont un avis. L'intelligence artificielle n'est pas près de disparaître, mais les milliardaires y ont beaucoup trop de pouvoir et ils vont utiliser le système judiciaire pour conserver ce pouvoir et continuer à prospérer en s'enrichissant sur notre dos, en automatisant notre travail et en automatisant nos vies, et nous devrions le dire plus fort. Et alors, un peu comme au théâtre, chacun a décidé de jouer un rôle dans ce procès. Ah oui, donc vous avez Elon Musk qui se pose
en Cassandre, un peu solitaire, qui est le seul à penser à l'implication pour l'humanité de ce projet, qui serait là pour le défendre. Bon, sauf que tous les emails qui ont été exhumés durant ce procès montrent quand même le contraire. Il a tout de suite vu le potentiel lucratif de l'opération. Il essaye de prendre 90% de la société à un moment donné, à telle enseigne qu'un autre associé lui dit « Écoute Elon, ça va pas être possible. Si tu fais ça, tu vas devenir un dictateur. C'est vraiment pas bon, ni pour toi, ni pour le monde. » Et il a coupé immédiatement la discussion. À la barre, lui, il répète aujourd'hui en boucle « On ne peut pas vendre du charity, la main sur le cœur. » Évidemment, certains ont une petite larme, mais ils sont quand même assez peu nombreux. Face à lui, vous avez Sam Altman, 41 ans, sourire très, très calibré. Il est sorti de Stanford, mais sans diplôme. Et aujourd'hui, il a réussi l'exploit de se retrouver à la tête d'un véritable empire. Son idée, ça a été de vendre à tout le monde que l'intelligence artificielle, eh bien, ça allait révolutionner l'humanité et la rendre bien meilleure. Pour l'instant, l'abondance, elle est surtout pour lui, elle est en ligne. Et tous les actionnaires ont bien compris son système, c'est-à-dire que Sam Altman, il possède l'entreprise et en plus, il fait travailler des entreprises dont il est lui-même actionnaire. Donc, il est gagnant en permanence dans la croissance de cette société. Et puis, vous avez de l'autre côté, eh bien, Elon Musk qui veut récupérer quand même 134 milliards et lui qui est à la tête d'une société qui serait sans doute la plus grosse capitalisation jamais connue. Si on demande à ChatGPT, qui est quand même bien placé, qui va gagner, bon, c'est ce que j'ai fait, regardez. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit juridiquement, Altman semble légèrement favori. Politiquement et médiatiquement, c'est plutôt Musk qui réussit à mettre la pression et à compliquer l'évolution. On verra bien. Bon, vous voyez que même quand on est une intelligence artificielle, on a appris une chose, il ne faut jamais insulter la vie. Merci Olivier. Le mot du jour tout de suite, c'est avec Mariette. Alors Mariette, elle a ouvert le nouveau Dico cette semaine parce qu'on a découvert cette semaine quel nouveau mot allait entrer dans le Dico. Et alors donc, il n'y en a pas un aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parce qu'ils disent quelque chose de nous et de notre époque. Exactement. Alors ils disent une première chose qui m'a frappée, Adeline, c'est qu'on est quand même assez inquiet. Pas mal de mots nous font peur. Et en particulier, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Mpox. C'est un mot qui a trait à la santé. C'est un virus, celui du monkeypox, c'est-à-dire le virus de la variole qui nous vient du monkey, du singe. Vous voyez qu'on n'est pas dans des choses très joyeuses. De même, il y a des mots nouveaux qui sont liés à la drogue. Par exemple, narcomicide. On reconnaît le suffixe cide comme dans féminicide. Et on a d'ailleurs une grande présence de termes liés aux violences contre les femmes dans le dictionnaire. Oui, alors on a même un sigle VSS pour violence sexuelle et sexiste. Et puis on a des mots anti-masculinistes comme incel par exemple. Vous savez, ce sont ces hommes involuntary célibataires, c'est-à-dire des hommes qui décident finalement de haïr les femmes d'une certaine façon. Alors ils sont au cœur de la manosphère, la sphère des mènes peu amène vis-à-vis des femmes. C'est composé comme fachosphère, vous voyez ce que je veux dire. On connaît moins, Adeline, alors un autre mot négatif pour les hommes, mais qui est français, c'est le charreau. Ah bah oui, on connaît les charreaux. C'est les charreaux, vous parlez jeune, vous voyez, vous ne connaissiez pas, voilà. Le charreau c'est l'apocope, comme on dit, c'est le diminutif pour charognard, vraiment un terme très peu sympathique. Le vautour qui mange des animaux morts, les ados aiment bien, c'est ceux qui aiment les mythos, par exemple, vous voyez, on coupe. En fait, ce qu'on voit, c'est que les lexicologues ne veulent surtout pas se couper du parler jeune, et c'est pour ça qu'ils intègrent ce genre de mots dans le dictionnaire. Exactement, ils sont quand même un peu les surveillants de la culture populaire. Et alors ça m'a intéressée parce que je pense qu'il y a des mots qui viennent des séries. Et en particulier, alors elles sont influentes parce qu'elles nous montrent les nouveaux critères de valeur. D'ailleurs, vous parliez d'Incel tout à l'heure. Incel, moi je sais que j'ai découvert cette mouvance avec la série Adolescence. Ah oui, vous pensiez aussi à HPI, je crois. HPI, pour d'autres mots. Oui, il y a des mots qui disent HPI, pour haut potentiel intellectuel, c'est le signe que notre société, elle valorise désormais les intelligences alternatives et donc entre dans le dictionnaire neuroatypique, neurodivergent. C'est à la mode, ça. Ça n'empêche pas des vieux mots aussi d'être là pour la première fois. C'est quand même assez étonnant, la dinguerie, par exemple, ou bouiner. Bouiner, c'est un vieux mot ? Oui, c'est un vieux mot. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Bouiner, c'est ne pas, c'est procrastiner, ne pas vraiment beaucoup travailler, c'est un rapport au travail. Un peu comme gilet. Voilà. Bon, c'est bien parce qu'on utilise des vieux mots pour peut-être compenser les termes un peu anglo-saxons qui viennent en particulier des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, non ? Oui, certainement. Mais alors là, on peut avoir des surprises. Si vous prenez
prompt, le prompt, voilà, monsieur. Prompt, c'est le texte qu'on dicte à une intelligence artificielle, c'est ça. Voilà, mais ça vient de la Silicon Valley, la novlangue américaine, mais en fait c'est du français, Adeline. Prompt, la promptitude, on sait bien ce que c'est, et ça vient du latin promptus, c'est-à-dire ce qui est immédiat, ce qui est très rapide. Vous voyez que parfois on fait une boucle. Et ça devient limpide avec vous. Alors, autre chose qui va vous plaire, Adeline, vous savez ce que c'est qu'avoir un crush sur quelqu'un. On imagine tout de suite une comédie romantique avec Hugh Grant. Mais non, en fait, ça vient aussi de l'ancien français avec un mot assez moche, mais crucir, qui voulait dire craquer, faire craquer. Ah bon ? Je crucie, ça veut dire que j'ai un crush. Libre à vous, Adeline. Okay. Bon, on finit ce tour d'horizon. Mariette, est-ce que vous avez repéré des mots de la politique qui entreraient subitement dans le dictionnaire? Pas vraiment. Là, c'est un peu le grand désert. Alors, j'aurais mis PLFSS. Alors, il y en a un qui est joli, c'est le boccia. Si on considère que c'est, vous savez, la pétanque en fauteuil, si on considère que c'est un mot politique qui nous dit que nous avons envie d'inclusion, comme au moment des JO, mais bon, je pense qu'il va falloir attendre la présidentielle pour avoir Aurélie Aubert, championne olympique de boccia. Exactement. Ouais. Et alors, mon camarade Olivier Davarello m'a glissé un scoop culturel. Adeline, parce qu'il y a les mots qui rentrent et il y a les mots qui sortent. Ah bah oui, et là, il y a un mot politique très très joli qui est sorti cette année, qu'on a viré. C'était un mot pourtant de la Révolution de 1792 et c'était le baiser l'amourette. Baiser l'amourette, si j'ai bien compris, c'est un moment où l'Assemblée, les députés se réconcilient et c'est un député qui s'appelait Monsieur Lamourette qui avait proposé ce nom. On comprend mieux pourquoi il est sorti du dictionnaire cette année. Merci Mariette. On passe à la question qui fâche. Il y a un mot qui risque pas de sortir tout de suite du dictionnaire, c'est l'ubérisation. On va parler ce soir de cette procédure judiciaire inédite. 4 associations viennent de porter plainte auprès du parquet de Paris contre les plateformes Deliveroo et Uber Eats. Le motif est grave. Traite d'êtres humains. C'est une plainte pour dénoncer un modèle économique qui reposerait sur l'exploitation d'une main-d'œuvre précaire avec des salaires et des conditions de travail indignes. Ces livreurs à vélo sont-ils les esclaves des temps modernes? Eh bien, on va en parler ce soir avec vous, Danielle Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée écologiste de Paris et vous députée de l'après. Voilà, députée de l'après. Vous avez fait du combat et de la défense des livreurs à vélo un combat depuis de longues années, et notamment quand vous étiez au Conseil de Paris. Merci d'être là. À vos côtés, Laurent Illy, vous êtes cofondateur de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Et alors, vous représentez aussi les livreurs indépendants auprès de la HARP. C'est l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Merci d'être là. Et puis, on est aussi avec Thibault Laforcade, qui est avocat en droit social et qui défend les 4 associations qui ont déposé cette fameuse plainte pour traite d'êtres humains. Vous êtes avocat à Bordeaux et je vous remercie d'être en direct avec nous. C'est Maïté Frémont qui vous pose la question qui fâche pour commencer. Dans la question qui fâche, ceux qui sillonnent les rues, arc-boutés sur leurs 2 roues pour livrer repas ou courses à domicile, ce sont les livreurs à vélo des plateformes numériques. Les heures, on ne compte pas les heures, on travaille toute la journée, de 9h à parfois 22h. Excusez-moi, c'est dur, c'est dur. Cet après-midi-là, ce livreur qui souhaite rester anonyme fait un crochet à la maison des coursiers. J'ai rendez-vous parce que je dois faire une déclaration d'impôt. Un peu d'aide ou même du répit. Comme lui, ils sont nombreux à venir ici pour faire une pause entre 2 courses. Est-ce que tu as déjà enregistré ici toutes tes données par rapport aux impôts? Ça, je le fais sur l'ordi, tu vois. Oui, là, j'ai mon truc. Alors, on va le faire sur l'ordi, comme ça, ce sera plus facile. Accueillis depuis 5 ans, loin de l'agitation de la rue. Et comme Ahmed, l'occasion aussi de témoigner de leur épuisement mental. Mais pendant le repos, tu es tout le temps connecté. Parce que c'est difficile de faire les chiffres si tu n'es pas en ligne. Souvent même, tu es en train de manger, tu espères avoir une commande. Parce que ça nous arrive souvent même de rester 2 heures, 3 heures sans une commande. Donc si toi, tu te déconnectes, c'est pas sûr que tu auras assez de commandes. Quelqu'un qui n'est pas dans une situation de précarité ne peut pas faire ce travail. Parce que c'est inadmissible de passer au moins 1 heure, 2 heures pour avoir 6 euros ou 5 euros pour 10 km. Fatigue, nervosité, anxiété, les livreurs indépendants de plateforme travaillent 63 heures par semaine pour environ 3 euros de l'heure. 99% sont des hommes et près des 2 tiers sont sans titre de séjour. Un sondage qui pousse la Maison des coursiers et 3 autres associations à porter plainte pour traite d'êtres humains contre Uber Eats et Deliveroo.
on voit bien que la situation n'est pas normale pour les livreurs, que ce n'est pas acceptable, que c'est en dehors de tout cadre de droit du travail, mais même de droit pénal en termes de travail dissimulé par exemple. L'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise de faire évoluer la réglementation. Une loi européenne vise à renforcer leurs droits et doit être adaptée dans la loi française en décembre. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Sommes-nous face à de l'esclavagisme moderne ? Je voudrais d'abord aller vers vous, Thibault Laforcade, parce que vous défendez donc les 4 associations qui ont déposé cette plainte pour traite d'êtres humains. Je voulais savoir où en était la procédure d'abord, parce que cette plainte, elle a été déposée il y a à peu près 1 mois maintenant. Oui, alors on a eu l'information il y a peu de temps que effectivement donc la procureure de la République de Paris qui avait été saisie avait décidé de saisir une section particulière, une section spécialisée, notamment dans le travail illégal du parquet de Paris. Donc on a bon espoir que les premiers actes d'enquête puissent démarrer dans les toutes prochaines semaines. Vous expliquez dans votre plainte que certains livreurs travaillent avec des comptes loués, parfois confisqués ou déconnectés d'ailleurs, avec des commissions qui sont prélevées par des réseaux. Est-ce que les plateformes le savent ou est-ce qu'elles ferment les yeux ? Il n'y a aucun doute sur le fait que les plateformes connaissent la réalité de ces situations. Mais si vous voulez, avec ces sous-locations de comptes, c'est la précarité d'une certaine manière qui alimente la précarité, parce que le sujet n'est pas vraiment là. D'abord, pour répondre à votre question, évidemment que les plateformes pourraient y mettre fin si elles le souhaitaient, mais elles n'ont strictement aucun intérêt économique à le faire, puisqu'elles savent très bien que 2 tiers des livreurs qui travaillent pour elles sont en situation irrégulière et donc n'ont pas accès normalement au marché de l'emploi. Daniel Simonet, le temps presse parce qu'il reste moins de 6 mois pour transposer la fameuse directive européenne qui est censée améliorer les conditions des travailleurs ubérisés et à lutter contre le faux travail indépendant. On en est où de la discussion parlementaire pour transposer donc dans le droit français cette disposition européenne ? Écoutez, sachez que cet après-midi même, en commission des affaires sociales, il y avait le ministre du Travail, M. Farandou. Et donc, on était là pour poser des questions par rapport à sa feuille de route. Donc, je l'ai à nouveau interpellé pour savoir quel est le calendrier précis. Pour que ce soit fait en décembre. Avant le 2 décembre. Avant le 2 décembre. Sachant qu'on va être en plein dans le débat budgétaire. Eh bien, je n'ai eu aucune réponse. Donc, non seulement je n'ai aucune réponse, donc je ne connais pas le calendrier. Ça veut dire que le gouvernement, peut-être, s'apprête à finalement ne pas respecter son obligation et l'obligation pour l'État français de transposer dans le droit cette directive. Ça peut faire partie des options. Ah, ça peut faire partie des options. Mais on aura une amende de Bruxelles dans ce cas-là, non ? Oui, je pense qu'ils s'en moquent. Je pense que les amendes de Bruxelles ne sont pas si conséquentes que cela et dissuasives. Mais surtout, il a nommé une mission. Dans les 3 membres de cette mission, il y a notamment le choix de Mme Nathalie Colin, qui est directrice générale adjointe de la Poste. Alors vous allez me dire, où est le problème ? Sauf que cette directrice générale adjointe de la Poste depuis 2014 est aussi administrative de Géopost, qui détient depuis 2017 la plateforme de livraison Stuart, qui est une plateforme type sur le modèle Uber, qui a déjà été condamnée pour prêt illicite de main-d'œuvre. Elle a été relaxée pour le travail dissimulé, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de livreurs qui avaient été entendus dans l'enquête. Après, donc, comme c'est une mission d'information, on se dit c'est normal qu'il y ait chaque voix compte. La sienne aussi. Si dans une mission, si dans une mission, vous mettez quelqu'un qui, de fait, adhère au modèle de l'ubérisation, qui est un modèle illégal, et en abuse, et d'ailleurs, son entreprise filiale a été condamnée pour cela à travers le prêt illicite de main-d'œuvre, c'est quand même gravissime. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le travail qui a été mis en place au niveau du Parlement européen, il revient à dire quoi ? Qu'en fait, les travailleurs des plateformes sont des faux indépendants. Et qu'en fait, les plateformes font croire qu'elles sont simplement des mises en relation, alors que c'est des systèmes organisés de travail. C'est-à-dire que ce sont des patrons, des entreprises qui échappent à leurs obligations au niveau du respect du Code du travail et au niveau des cotisations sociales, en se faisant passer pour des simples mises en relation entre des travailleurs indépendants qui, dans les faits, ne le sont pas, et des clients. Donc là, il s'agit vraiment de remettre dans le droit français, en fait. Et donc de dire, non, tous les faits montrent que les travailleurs des plateformes, les chauffeurs VTC, les livreurs, mais c'est aussi dans plein de domaines. Vous avez des aides à domicile, des infirmiers, vous avez des guides conférenciers, vous avez
y compris dans la restauration, enfin dans plein de secteurs, des gens qui sont en fait des faux indépendants, on doit les requalifier en salariés, et c'est aux plateformes, si elles contestent, de faire la preuve qu'elles ne sont pas un système organisé de travail et qu'elles n'ont pas affaire à des faux indépendants. Laurent Elie, il est là l'enjeu, il est de déterminer si les livreurs à vélo doivent rester des indépendants ou doivent devenir des salariés. Alors, je vais, si vous me permettez, repositionner un tout petit peu le débat concernant la mission. La FNAE a été auditionnée il y a un peu plus d'1 mois, justement, par la mission. C'était la première réunion qu'on attendait, puisqu'il y avait déjà une réunion préalable en juillet 2025. Et puis, il s'est passé quasiment 9 mois où rien n'a eu lieu. On a eu une première audition. On a effectivement manifesté notre volonté de participer à la transposition de cette directive, parce que pour nous, cette directive est extrêmement importante. La nouveauté de cette directive, c'est qu'elle va définir ce qu'est le lien de subordination et, par défaut, la relation entre une plateforme et un indépendant, et par défaut, requalifié en salarié, sauf si les conditions du salariat ne sont pas remplies. Vous dites quoi? Vous dites qu'un livreur à vélo, ça doit rester un auto-entrepreneur ou ça doit devenir un salarié? Pour le coup, c'est compliqué. Je ne peux pas vous donner une réponse oui ou non. Ce qui est certain, c'est que la situation des livreurs à vélo est extrêmement différente de toutes les autres plateformes. Toutes les plateformes sont en grande majorité des plateformes d'intermédiation qui mettent en relation un prestataire et un demandeur de service. Okay. Les plateformes de livraison, le livreur à vélo est prestataire de la plateforme. Et donc, la plateforme va prélever une commission de livraison auprès du client qui passe commande, du restaurateur qui fabrique la commande, va empocher à tous les étages. Les 2 commissions et va verser une obole à celui qui fait réellement le travail sur le terrain, qui effectue la livraison. Et c'est ce système qui est effectivement très compliqué. Oui. Et qui, justement, nécessite d'évaluer véritablement. Nous, notre position de la FNAE, c'est de dire qu'à partir du moment où le travailleur indépendant a choisi d'être indépendant et souhaite rester indépendant, qu'il travaille dans la livraison, dans le VTC ou prestataire informatique ou voyant ou que sais-je, il doit pouvoir travailler indépendant, mais il doit pouvoir déterminer ses conditions de travail, son prix. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire un auto-entrepreneur qui est vraiment libre, c'est celui qui choisit ses tarifs, ses horaires, ses clients. Tout ce que ne fait pas un livreur à vélo. Tout ce que ne fait pas un livreur à vélo. Donc à un moment, vous ne dites pas que vous qui êtes le fondateur de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, le statut avec les livreurs à vélo, il est dévoyé? Ah, il est totalement dévoyé par les plateformes. Je suis là, pour le coup, 100% d'accord. Je dirais que vous avez cité l'ARPE. Le rôle de l'ARPE, qui est l'autorité de régulation des plateformes d'emploi, le rôle de l'ARPE était initialement d'instaurer un dialogue entre les représentants des indépendants et les plateformes VTC et livraison. Ce dialogue, il existe vraiment aujourd'hui ? Ce dialogue n'existe plus depuis maintenant quasiment 1 an et demi en ce qui concerne la livraison. Pourquoi ? Parce que nous, organisation représentant les travailleurs indépendants, nous exigeons que le livreur soit payé correctement à la course. Et donc, cette exigence-là fait que le dialogue s'interrompt. Cette exigence fait que les plateformes refusent de discuter sur ce point essentiel, qui est de dire, eh bien, c'est une prestation qui est commandée à un livreur, il doit être rémunéré à la prestation, puisque, et c'est toute la difficulté dans ce domaine, c'est que vous avez beaucoup de livreurs, alors quand on dit 60 heures par semaine, c'est effectivement la vérité pour un certain nombre d'entre eux, et notamment les travailleurs sans papier, ce que je dirais les travailleurs illégaux. Par contre, il y a toute une catégorie de livreurs qui font ça en supplément de revenus, en complément de revenus. Voilà, ils sont salariés par ailleurs, et puis le soir ou le week-end, ils font des prestations de livraison pour espérer arrondir les fins de mois et améliorer. Thibault Laforcade, moi je voudrais vous poser une question. Dans le cadre de la transposition dans le droit français de cette directive européenne, vous qui êtes au contact des livreurs à vélo, est-ce qu'eux, ils souhaitent le statut de salarié, d'abord ? Si vous voulez, j'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur deux petits éléments et pour répondre immédiatement à votre question. D'abord, moi, il y a un mot qui m'a fait bondir, que je viens d'entendre, c'est le statut d'indépendant choisi. Vous savez, moi, les livreurs que j'ai rencontrés depuis maintenant plusieurs années sont des livreurs qui, dans la très grande majorité, n'ont pas d'accès aux soins.
qui pour un livreur sur 2 sont dans une précarité alimentaire folle à Paris, qui sont pour la majorité également, qui vivent dans des conditions également d'une grande précarité. Donc si vous voulez, à partir du moment où on me dit que le statut est choisi, ça me pose une difficulté, parce que ce statut, il est subi. Et les plateformes le savent, et les plateformes organisent leur économie, organisent leur système autour de cette précarité. Je pense qu'il y a une première difficulté dans l'analyse, une première divergence. La deuxième, c'est effectivement de dire que la plupart de ces livreurs, en tout cas une grande partie de ces livreurs, auraient comme complément de revenus ces revenus issus des plateformes. C'est faux. Notamment le rapport remis par l'IRD et l'INED en partenariat avec Médecins du Monde démontre que plus de 90% des livreurs ont comme seul revenu le revenu issu des plateformes. Bien. Ensuite, pour répondre à votre question sur leur volonté d'obtenir le statut de salarié, j'ai presque envie de vous répondre que leur volonté, elle va au-delà. Leur volonté, elle est de trouver des conditions de travail qui soient dignes, une rémunération qui soit à la hauteur du minimum horaire, des conditions de sécurité qui soient prises en compte par les plateformes. Vous voyez, ça va encore un petit peu au-delà de la simple question du salariat. Pardon, mais vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Est-ce qu'on peut régler la question du statut sans avoir abordé celle de la régularisation de ces travailleurs ? Alors, si vous voulez, ça c'est un autre aspect de cette question, et vous avez raison de la poser ainsi. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde ce dont il est question aujourd'hui sur la question de la dignité, parce que c'est ça nous qu'on met en avant dans la plainte, sans vouloir être trop intrusif et faire un cours de droit ici. L'idée, c'est de démontrer qu'il y a un recrutement des plateformes à des fins d'exploitation, par des conditions indignes de travail, contre une rémunération. Donc à partir du moment où on aura travaillé sur ces conditions de travail-là, je pense qu'on se posera la question aussi de la régularisation. Ça peut être un aspect de ces conditions plus dignes, mais c'est cette question qu'il faut travailler, c'est cette question, nous, sur laquelle on alerte en droit et sur laquelle la procureure de la République va avoir à se pencher. Daniel Simonet, on parle depuis tout à l'heure des plateformes, on parle des livreurs, et on ne parle pas des consommateurs. Est-ce qu'ils sont exonérés de toute responsabilité dans cette histoire ? Est-ce que, pour paraphraser Éric Dupond-Moretti quand il parle de la drogue, est-ce que la pizza à domicile, elle a le goût de la sueur versée par le livreur ? Vous savez, franchement, si on est simplement dans la culpabilisation du consommateur, on ne s'en sortira pas. Pas donc la culpabilisation, mais peut-être, est-ce qu'on est tous, finalement, coupables d'une faute morale ? Quand on se fait livrer, alors qu'il pleut des cordes, et qu'on se fait livrer un petit plat, on va payer une commission de 75 centimes, jusqu'à 1,50 € la livraison. Oui, alors du coup, on va parfois se donner bonne conscience en mettant d'ailleurs un pourboire. Et sachez que quand vous mettez un pourboire sur l'application, vous n'avez aucune garantie que le livreur, en plus, le récupère. C'est pour ça qu'il vaut mieux lui donner de la main à la main. Mais franchement, changer cela passera par le fait de enfin restaurer l'état de droit. C'est par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on restaure l'état de droit, et l'état de droit... Et ce que je veux vous dire, c'est que si ces livreurs, ils existent, c'est parce qu'il y a des livrés qui existent aussi. Oui, bien sûr, mais je vais vous dire une chose. C'est la même chose que sur le travail du dimanche. On peut casser les droits sociaux, on peut généraliser le travail du 1er mai. Et bien, si on généralise le travail du 1er mai, par exemple, ceux qui seront responsables, ce n'est pas ceux qui feront leurs courses le 1er mai, c'est d'abord et avant tout le gouvernement qui aura piétiné les conquis du mouvement ouvrier pour que le 1er mai reste un jour férié, chômé. Donc je pense qu'il faut prendre les choses à l'endroit. Le gouvernement doit enfin faire respecter l'état de droit. Je vais vous donner un exemple. Je menais l'enquête parlementaire sur les Uber Files. Et dans le cadre de mes fonctions de rapporteur, j'avais pu accéder à des notes internes au ministère du Travail qui dataient de 2019 et qui disaient qu'en 2019, le ministère du Travail a une note comme ça qui montre que l'ubérisation s'étend dans un nombre de domaines incalculables. Ils nous font toute la liste. Et ils disent dans tous ces domaines-là, les plateformes, en fait, sont hors la loi parce qu'elles ne respectent pas le Code du travail, elles ne respectent pas les obligations vis-à-vis de l'URSSAF, elles ne respectent pas la concurrence, les règles de la concurrence, les professions réglementées. Donc on se dit, les notes postérieures internes au ministère du Travail vont traiter de comment est-ce qu'on fait respecter l'état de droit. Eh bien non, toutes les notes postérieures disaient comment protéger les plateformes du risque de leur requalification en salariés. C'est-à-dire qu'on sait que Emmanuel Macron, dans son projet à la présidentielle déjà en 2017, il écrivait un livre qui s'appelle « Révolution » et son objectif était de s'attaquer au Code du travail et à notre modèle de sécurité sociale. Et l'ubérisation, c'est cela même.
Ouais. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin du Code du travail, puisque vous dites que non, on a affaire à des indépendants, et vous ne payez plus de cotisations sociales. Et ça arrive au modèle de la plus grave surexploitation que sont les travailleurs sans papier. Donc, il faut régulariser les travailleurs sans papier, il faut requalifier en salariés l'ensemble des travailleurs, parce que quand on est requalifié en salarié, on a la reconnaissance de la compensation du lien de subordination. Et puis l'employeur verse des cotisations aussi. Avec du droit du travail, la médecine du travail, avec les droits au congé, la prise en charge de la sécurité sociale et aussi en termes de santé au travail, une autre situation. On suivra en tout cas d'ici décembre la transposition dans le droit français de cette disposition européenne. En espérant que les discussions parlementaires... collectifs pour leur plainte pour la traite des êtres humains. Merci Thibault Lafourcade d'avoir été en direct avec nous depuis Bordeaux. Merci Laurent Elie, merci Daniel Simonet. Restez là parce que tout de suite c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Bonsoir Aline. Marco. Dans Bourbon Express ce soir, d'abord l'audition de la ministre de la Santé qui a tenté de calmer les inquiétudes autour de l'hantavirus ce matin. Il n'y a pas de circulation du virus dans l'Hexagone, a insisté ce matin Stéphanie Rist devant les députés de la Commission des Affaires sociales. Alors qu'une seule Française est officiellement contaminée, elle est hospitalisée, tout comme 22 cas contacts. Il n'empêche, la ministre a été interpellée sur les moyens de protection en cas d'épidémie et notamment sur les stocks de masques qui avaient fait défaut au début de la pandémie de Covid-19. Le stock stratégique de l'État est suffisant pour protéger le pays pendant minimum 3 mois en cas de vague épidémique. À ce stock stratégique s'additionnent tous les stocks privés et publics, établissements de santé, opérateurs, entreprises, collectivités, permettant d'étendre de plusieurs semaines cette capacité de protection. Et la ministre a aussi indiqué que la France était en capacité de produire des masques en grande quantité, entre 2,6 et 3 milliards et demi par an selon elle, tout en précisant qu'à ce stade, il n'y avait aucune raison de porter un masque. On en parlait hier soir dans Bourbon Express et vous nous aviez promis de nous donner des nouvelles de cette proposition de loi pour mieux informer et mieux protéger les victimes de violences sexuelles. Le texte a été adopté à l'unanimité dans l'hémicycle hier soir, porté par Laure Miller. La proposition de loi prévoit d'informer systématiquement, si elle le souhaite, les victimes de violences sexuelles quand leur agresseur sort de prison, au plus tard 1 mois avant leur libération. Après le vote, Laure Miller a tenu à faire résonner le nom de Yanis dans l'hémicycle, cet adolescent de 17 ans qui s'est suicidé en mars 2025, faute d'avoir été informé de la remise en liberté de son agresseur. Il vivait à quelques kilomètres de chez lui. La famille de Yanis assistait au débat hier soir. Je voudrais évidemment, à cet instant, et parce que cette loi, je vous en remercie, a été votée à l'unanimité, penser à la famille de Yanis, à son père, sa mère et à son frère qui sont là, qui sont sans doute submergés par l'émotion. Je voudrais les remercier. Et la proposition de loi va maintenant prendre la direction du Sénat. Cet après-midi, il y a aussi les questions au gouvernement et le Rassemblement national a attaqué le gouvernement sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Un coup de poignard dans le cœur. Selon Jean-Philippe Tanguy, le député RN interpellait le gouvernement après la publication d'un décret autorisant le démantèlement complet de l'ancienne centrale fermée en 2020. Marine Le Pen avait dit la vérité à l'élection présidentielle. Fessenheim pouvait redémarrer, et vous avez menti. Aucun des travaux n'avait été fait en 2022. Vous devez retirer immédiatement votre décret. Vous devez suspendre tous les travaux à Fessenheim et vous devez laisser les Français choisir en 2027 à la présidentielle s'ils veulent vous faire payer votre cynisme répugnant. Le ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle a répondu en accusant Jean-Philippe Tanguy de dire n'importe quoi. Vous parlez de quelle, Madame Le Pen ? Celle qui disait que le nucléaire était dangereux il y a 10 ans, ou celle qui finalement considère qu'aujourd'hui, il faut réouvrir une centrale dont tout le monde sait qu'elle est fermée. Monsieur Tanguy, vous pouvez brailler autant que vous voulez. Nous projetons la France vers l'avenir. Vous regrettez son passé, nous vous y renverrons.
Voilà, ça casse. Hein. Les opérations de démantèlement de Fessenheim sont prévues jusqu'en 2048, 30 juin 2048 exactement. Comme ça, vous pourrez nous donner des nouvelles. Pas sûr, je serai encore là. N'oubliez pas. Non, mais on se donne rendez-vous, 2048, c'est noté. On termine, Marco, avec cette grande opération de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, opération qui s'est déroulée ici à l'Assemblée nationale. Opération prévention hier à destination des députés, de leurs collaborateurs et des agents de l'Assemblée. Au programme, mesure de la pression artérielle, par exemple, auscultation cardiaque. Un rappel, les maladies cardiovasculaires sont la 2e cause de mortalité en France. 400 décès chaque jour. On est tous concernés, les députés aussi, d'où cette opération de sensibilisation à l'initiative de Yannick Neuder. On est soumis quand même à un rythme de vie qui est quand même intensif. Donc la qualité du sommeil, les phases de repos, avec ce contexte à l'Assemblée nationale qui n'est pas très propice à la bonne qualité de vie, ça a raison de plus pour faire encore plus attention. Et Yael Braun-Pivet s'est aussi prêtée au jeu du dépistage avec le questionnaire santé. Tabac, non. J'ai arrêté. Rajouter de sel dans les plats, jamais de la vie. Charcuterie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. Stress, jamais. Non, rien, surtout pas. Parfois, on va mettre. Stress parfois, nous dit Yael Braun-Pivet. Charcuterie, aïe aïe aïe. Charcuterie, aïe aïe, ce que j'ai retenu. Merci Marco, merci d'être venu ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci à Mariette et à Olivier. Et merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Et voilà, vous avez tout le pont de l'Ascension pour la revoir sur lcp.fr ou sur les plateformes de podcast. Passez une belle fin de semaine. Je vous dis à mardi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée sur la 8.